Bonjour tout le monde, la saison 2 de Lupin arrive le 11 juin sur Netflix. Est-ce que vous avez hâte de la voir? J'avoue que moi, oui. J'ai regardé à nouveau quelques épisodes de la saison 1 pour me remettre en mémoire ce qui se passe. Et pour vous préparer à la saison 2, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de classe sociale en France et de comment on peut les repérer dans la série Lupin. Si vous voulez vous amuser à regarder dans la saison 2, peut-être à quelle classe appartiennent les personnages, on va regarder comment chaque classe parle, comment ils s'habillent, où ils habitent, ce genre de choses. Et donc peut-être que vous verrez la série d'un œil nouveau. Et aussi peut-être que ça vous donnera des idées pour vous, apprenants de français, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller, quel type de français vous voulez apprendre et où vous vous situez, ou alors où vous voulez vous situer dans ces trois ou quatre environnements différents des classes sociales en France. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer par une citation. Ça vient d'une fable de La Fontaine et c'est aussi une chanson du chanteur populaire des années 80, Michel Sardou. Et ça dit « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Et en fait, ça, c'est le principe qui est derrière la série Lupin. Ce que ça veut nous dire, cette citation, c'est que si vous avez du pouvoir, si vous êtes riche, si vous êtes puissant, eh bien, vous pouvez commettre des crimes et peut-être que vous serez puni, mais la punition sera moins sévère. Et peut-être que même vous pourrez éviter d'être arrêté par la justice. C'est un peu ce qui se passe avec Monsieur Pellegrini, on voit qu'il a beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir, et il est capable de faire accuser le père d'Hassan du crime pour cacher en fait le crime que lui a commis. Et donc l'autre côté de cette citation, c'est le côté misérable. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas de pouvoir, pas d'influence, eh bien vous allez aller en prison, on peut vous pourrir la vie, on peut vous accuser de crime, vous n'avez aucun moyen de vous défendre, comme on voit dans la série, on peut même vous tuer. Donc c'est un peu exagéré bien sûr, mais c'est vraiment l'illustration de ce principe. Et la France est une démocratie, est un pays occidental très développé, mais malheureusement, cette citation est encore d'actualité dans la société française de nos jours et on le voit régulièrement, même si de plus en plus d'hommes politiques doivent faire face à la justice. Et donc la particularité de Arsène Lupin, donc le cambrioleur original des livres, et aussi de Hassan Diop, c'est qu'ils ont ce côté gentleman, donc avec tous les codes de la bonne société, une bonne éducation, une bonne présentation, ils sont très différents des petits voyous qu'on voit avec qui Hassan va faire le braquage du Louvre. Donc voilà, il y a ces codes de la haute société, mais pour commettre des crimes, des vols, des petits crimes qui ne sont pas habituellement du domaine des personnes qui ont de l'argent. Et en fait, dans Lupin, on a vraiment des marqueurs très forts de toutes les classes sociales. Donc, voyons un petit peu les codes des 3 ou 4 différents groupes qui sont dans la série. On va voir comment ils s'habillent, comment ils parlent et où ils habitent. Donc, en gros, pour résumer, on peut séparer la population en 4 catégories. La première, donc à la base, les plus pauvres, ça va être ce qu'on appelle les invisibles. Donc ce sont les personnes les plus pauvres de la société française. Beaucoup sont d'origine immigrée d'autres pays ou deuxième, troisième génération. Et c'est ce qu'on voit dans l'équipe des balayeurs du Louvre. Donc au début de la série, quand Hassan se fait embaucher pour nettoyer le Louvre, on voit bien que ces personnes-là sont presque toutes racisées, donc ils sont noirs ou maghrébins ou d'autres origines, et donc ils forment la classe la plus défavorisée de la population. On estime que c'est à peu près 6% de la population française qui est dans cette catégorie. Ensuite, on a une catégorie au-dessus, là probablement j'y mettrais la chef d'équipe de l'équipe de ménage du Louvre et puis aussi le père d'Hassan, parce que le père d'Hassan est un immigré et il est d'une classe populaire, mais il a un travail stable, probablement un salaire raisonnable ou un bon salaire même peut-être,
Donc ils font partie de la classe populaire. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils peuvent sans problème se loger, se nourrir, avoir quelques loisirs et prendre peut-être 1 semaine ou 2 semaines de vacances en France chaque année par exemple. Cette catégorie-là, la classe populaire, c'est environ 20, 21, 22% de la population française. Donc on voit les couches les plus basses représentent environ 30% de la société française. Et ensuite, on arrive à la classe moyenne. Donc la classe moyenne, c'est entre 65 et 70% de la société française. Et c'est vraiment très varié. On a des profils très différents. La classe moyenne inférieure est proche de la classe populaire et la classe moyenne supérieure est proche des classes aisées ou riches, mais sans avoir peut-être le patrimoine ou tous les attributs de ces grandes familles riches. Donc par exemple, la journaliste, je pense que au début de sa carrière, avant d'écrire son livre, avant de faire l'enquête sur Pellegrini, je pense qu'elle appartenait à cette classe moyenne. Et puis ensuite, avec donc, tous les ennuis qu'elle a eus autour de son livre et de son enquête, elle a été plus ou moins rétrogradée dans les classes populaires. Donc on voit qu'on peut changer de classe sociale quand il y a des accidents de la vie, ça arrive. Et dans le groupe classe moyenne, je mettrai aussi probablement Claire, la femme d'Hassan, son ami Antoine qui travaille au puces, et les policiers, donc voilà, tous les gens normaux entre guillemets qu'on croise au quotidien en France, dans les rues, qui travaillent un travail salarié ou auto-entrepreneur, font partie de la classe moyenne. À savoir que malheureusement les agriculteurs en France et les agricultrices sont souvent dans les classes populaires, voire défavorisés, parce qu'ils n'ont pas des revenus très élevés. Donc ensuite, au-dessus de ça, on a la classe aisée. Donc ces gens-là ont un niveau de vie confortable, ils ont des grandes maisons, peut-être une femme de ménage et les moyens de partir en vacances plusieurs fois dans l'année, d'aller au ski en hiver, d'aller à l'étranger en été, d'avoir des grandes bibliothèques avec beaucoup de livres, des grosses voitures, toutes les marques de la richesse. Ils n'ont pas à s'inquiéter pour leur quotidien, pour leurs enfants, pour l'éducation de leurs enfants. Ils peuvent envoyer leurs enfants dans des bonnes écoles privées. Donc ça, c'est la classe aisée. Les ministres, par exemple, font en général partie de cette classe. Monsieur Pellegrini, je ne sais pas si je n'ai pas toutes les informations sur son patrimoine, donc je ne sais pas s'il est dans la classe aisée ou carrément dans la classe riche, mais il est dans cet univers-là, en tout cas c'est sûr. Et aussi, dans le dernier épisode, on a les femmes à qui Hassan va voler l'œuf de Fabergé et les bijoux. Cette dame-là fait clairement partie des derniers 10%, donc les 10% les plus riches de France. On voit que sa fortune n'a pas été acquise d'une manière très éthique. Son mari a profité de la colonisation du Congo belge pour s'enrichir dans le commerce des diamants. Et on voit que la vieille richesse française n'est pas toujours très éthique. Donc c'est un petit peu ce côté-là est dénoncé dans la série. C'est un aspect qui est quand même très fort dans la série entre le racisme dans la société française, comment s'est construite la richesse, les liens de pouvoir et les abus de pouvoir des riches. C'est quelque chose qui est dénoncé de façon très subtile, mais quand on a l'habitude, quand on connaît ces codes, on reconnaît cette dénonciation. Donc j'espère que vous pourrez voir toutes ces choses-là si vous revoyez la série et si vous regardez la saison 2. Donc il faut savoir qu'en France, la majorité des personnes se classent dans la classe moyenne. Parce qu'en fait, c'est mal vu d'être riche, peut-être pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'on ne sait pas trop d'où vient votre richesse, et ça attire la jalousie, donc on n'aime pas dire qu'on est riche, même si on aime bien avoir quelques signes de richesse comme les belles voitures ou les beaux habits. Et on n'aime pas dire qu'on est pauvre non plus parce qu'il y a un certain sentiment de honte. Donc la majorité des gens se classent dans la classe moyenne et essayent de, on dit, ne pas sortir du lot. Sortir du lot, c'est se distinguer, c'est être spécial d'une façon ou d'une autre. Et en France, c'est vraiment pas encouragé de sortir du lot. Maintenant que tu es familier avec le profil de chaque groupe,
Rejoins-moi dans la deuxième vidéo, je vais t'expliquer les codes de chaque groupe, comment ils s'habillent, où ils habitent et comment ils parlent. Ciao ciao! Tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos? Alors abonne-toi et active les notifications avec la cloche et n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo.